Bon matin et bienvenue à la deuxième ronde de mon mock draft final, mon repêchage simulé final, je devrais dire. Vous m'excuserez si j'ai l'air un petit peu grognon. On vient tout juste en fait d'annoncer l'échange de Brady Tkachuk qui l'envoie en Floride. Pas que ça me fait chier parce que les Panthers vont être incroyablement tannants, plus parce que je viens de finir le montage et je viens tout juste de publier ma vidéo mock draft. Et là, le fait que le 9e puis le 25e choix au total change encore demain, ça vient tout fucker mon mock draft sur lequel j'ai mis tant de temps. Mais c'est pas grave, on garde le plaisir, le bonheur. Aujourd'hui, je vous présente donc la deuxième partie de ce mock draft. Puis si t'es là, mon chum, c'est que j'imagine que t'as déjà écouté la première partie. Puis si c'est pas déjà fait, je t'invite fortement à le faire. Je vais pas refaire de longs préambules. Ça reste que c'est un repêchage simulé, une prédiction de ce qui va se passer le jour du draft et non un classement personnel. Ce sont mes observations et évaluations personnelles que je vais vous partager et non celles de notre équipe de scouting chez Elite Prospects. Je ne vais pas simuler d'échange, il n'y a pas de gardien, puis je le réitère, faites-vous confiance dans vos propres observations et fuck le consensus. Dans le but d'alléger la vidéo, mais aussi de me permettre de sortir la vidéo à temps, je vais réduire un petit peu le visuel par rapport à la vidéo précédente, mais je vais garder l'essentiel, c'est-à-dire des vidéos, des séquences, des joueurs. Fait qu'on va commencer ça avec le 33e choix au total, puis je me dépêche parce que ça se peut qu'il y ait d'autres échanges puis ça fuck encore plus la patente, là. Fait que pour Vancouver, au 33e, j'ai pour eux, au premier choix de la deuxième journée, un gars qui pourrait très bien sortir en fin de première ronde puis qui est souvent vu comme étant une cible pour les Canadiens de Montréal en fin de première ronde, 28e rang. C'est William Hackinson, défenseur gaucher de 6 pieds 4. Puis je dois vous le dire, c'est pas un choix qui me charme tant que ça. Puis surtout quand je l'entends associé au nom du CH, en fait. Hackinson a quand même des grandes chances de jouer dans la LNH en toute transparence, mais je vois pas le même joueur que ce qu'on entend dans plusieurs sources. En fait, on nous le décrit souvent comme étant un des défenseurs les plus robustes du draft, avec une belle touche offensive, mais personnellement, c'est pas ça que je vois. Puis c'est pas de même qu'on l'a décrit dans le guide du repêchage d'Elite Prospects non plus. Le potentiel robuste est définitivement là, ceci étant dit. Les flashs sont là, mais je me serais personnellement attendu à plus. Il y a certains moments de férocité dans le jeu de Hackinson, sauf qu'en contrepartie, je l'ai également trouvé très passif par moments. Peut-être que je suis juste tombé sur les mauvaises games. Offensivement, c'est pas un dynamo offensif non plus. Il est calme avec la rondelle, certes, mais il n'y a pas la manipulation ni la créativité pour vraiment projeter comme un corps arrière au prochain niveau. Encore une fois, de ce que j'ai vu. Encore plus, ce qui m'inquiète chez Hackinson, c'est vraiment le manque de patin, qui est au mieux correct. Puis ainsi, le manque de pace, parfois. J'ai peur que ça aille peut-être trop vite pour lui dans la LNH par moment. Puis aussi, c'est un des vieux joueurs de la QV. Si c'était, mettons, un juillet ou août 2008, peut-être que je serais plus enthousiaste ou que je donnerais un break. Mais là, c'est quand même un des vieux joueurs avec certaines lacunes que je vois, fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'inquiètent. Je vois quand même un gars qui va pouvoir jouer sur une troisième paire, possiblement, plus dans un rôle shutdown. On rappelle, il y a quand même le gabarit à 6 pieds 4, la portée. Il est quand même assez well-rounded, là. C'est pas un gars avec tant de défauts que ça. C'est juste que je le vois pas comme un isolateur de deuxième paire en raison justement du manque de patin. Peut-être que quand il va être âgé de 27-28 ans, ça va être un gars qui va pouvoir être un troisième, quatrième défenseur dans la LNH. Je peux voir ça. Ça dépend également là, du contexte dans lequel il va aboutir. T'sais, quand je parle de deuxième paire, c'est vraiment dans une équipe compétitive et non une équipe en reconstruction ou de fond de classement. Mais à court ou moyen terme, pour moi, Kansas, c'est vraiment plus un projet. Puis c'est ça, vu le manque d'upside offensif, je pense qu'il y a peut-être de meilleures options ici. Mais c'est ça. Personnellement, il n'est pas dans mon top 50, mais je pense que c'est un gars qu'on devrait voir sortir dans ces rangs-là. Au 34e choix au total pour les Blackhawks de Chicago, je vais ici avec Simas Ignatavicius. Je sais, j'en ai peut-être choqué quelques-uns en prenant Ryder Kelly pour les Canadiens de Montréal en première ronde. Certains font croire que c'était pour vous pousser mon agenda pro-Kelly. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais je pense sincèrement que la LNH a beaucoup d'intérêt envers Kelly. Réalistiquement, je pense qu'il va sortir entre 33 et 45, mais Montréal, je pense que c'est le genre d'équipe
qui pourrait prendre cette swing-là parce qu'il vient cocher les cases que le CH recherche. Je parle encore de Cali, là, oui. Parce que la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que je me doute que plusieurs auraient préféré Simas Niatavicius pour les Canadiens au 28e rang, puis c'est légitime. En fait, probablement que c'était mon deuxième choix pour eux, mais je le fais sortir ici au 34e rang pour les Blackhawks. Donc, lituanien, américain, centre 6 pieds 3. Ben, je dis centre, je pense qu'il a plus joué à l'aile toutefois. C'est un late toutefois, mais un des beaux planchers du draft, avec possiblement un plafond sous-estimé. Le vicieux a joué en NL en Suisse pour l'équipe de Jeannette Servette Hockey Club cette saison, puis a été fantastique, je dirais, dans un rôle de soutien toutefois. C'est simplement un des meilleurs sur l'échec avant de cette cuvée-là. C'est un joueur qui est agile, physique, intelligent, qui prend des beaux angles d'attaque. Il est très solide physiquement. Il est toujours à la bonne place au bon moment également. J'adore son positionnement sur la glace. Son patin est à mes yeux meilleur que l'évaluation qu'on en a faite chez Elite Prospects. Je pense que c'est un gars quand même agile. Je pense que c'est aussi un des joueurs les plus proches de la LNH déjà, étant donné son style de jeu, puis qui a prouvé qu'il est capable de jouer contre des messieurs. Mais ce qui le rend encore plus intéressant, et ce qui me rend optimiste par rapport à sa projection et pourquoi je l'ai quand même assez haut, c'est qu'il a montré des flashs offensifs qui laissent croire que son talent offensif est en dormance puis pourrait se réveiller à tout moment. En fait, quand Simas Niatavicius a joué en U21 en Suisse, il a été quand même assez dominant. Il contrôlait le jeu, il attaquait à l'intérieur avec confiance, il prenait des bons shots au filet, il montrait des idées avancées de fabrication de jeu. Idée qu'on a d'ailleurs pu voir à quelques occasions en NL. Puis tu sais, ça fait quand même plusieurs mois que je vous en parle là, de Simas Niatavicius. Il faisait partie un peu de mes cartes cachées également à l'automne. Fait que bref, gros centre complet, mature, probablement prêt à joindre la Grande Ligue d'ici 1 an ou 2, avec une forte possibilité de développer un jeu offensif meilleur que ce qu'on croit. Fait que bref, choix parfait ici pour Chicago. Au 35e rang pour les Flames de Calgary, ils ont 2 choix back-to-back ici. Quand même une situation intéressante. Après avoir pris 2 défenseurs en première ronde dans ma simulation, dans le fond, dans l'autre épisode, Carson Carrolls et Nikita Sherbakov, je les verrais bien swinguer ici pour 2 attaquants au profil complètement opposés l'un de l'autre. Le premier ici, c'est Gleb Pugachev, un nom qu'on entend énormément dans les rumeurs pour le Canadien de Montréal également au 28e rang. Ailier, 6 pieds 3, la définition même d'un joueur nord-sud. Il est gros, il est extrêmement robuste, puis il est rapide. C'est pas mal la base qu'il y a à savoir sur son profil, en fait. Parce que le reste, c'est ça, est possiblement sous la moyenne LNH, malheureusement. Son shot, je pense qu'il est quand même bon, mais pas assez, je pense, pour dire qu'il va devenir une arme sur l'avantage numérique. Puis surtout, c'est là que tout vient un peu ensemble, c'est qu'il n'y a pas nécessairement le sens du jeu, ni les mains pour pouvoir utiliser son lancer comme un vrai marqueur. Le sens du jeu, je pense qu'il est en dessous de la moyenne. Les mains sont au mieux correctes également. Puis, il y a autant de vision que Wanda à la fin de Infinity War. Sauf que sa certitude à Gleb Pugachev de jouer comme un allié de 4e trio, je pense qu'elle est quand même assez élevée. Dans un checking role, un gars qui amène de l'énergie, de la robustesse, un côté peste même, je pense qu'il peut être très efficace. Oui. Le plafond me dérange un peu, toutefois, puis c'est pour ça que j'allais un petit peu plus bas que ce rang de sélection-là. Est-ce qu'il projette comme étant ce que Josh Anderson est un peu venu, un gars rapide, robuste, mais bon, sans trop de layers nécessairement à sa game. Je pense que Pugachev, c'est un train, mais un train qui n'a pas toujours une destination. Mais je pense que ça serait quand même pas plate pour Calgary qui ont eu tendance à accumuler les joueurs purement de talent. D'ailleurs, au 36e rang encore pour Calgary, ils vont revenir ici à leurs bonnes habitudes et choisir un gars de talent, mais qui est pour moi vraiment pas un reach ici. Au contraire, pourrait être un vol. Égare Shilov des Tigres de Victoriaville. On voit Shilov souvent classé entre 25 et 35. Puis je pense qu'il y a une réelle possibilité qu'il glisse dans ces eaux-là, voire même entre 35 et 45 le jour du draft. Personnellement, il a fait mon top 15. Le profil est simple ici pour Egor Shilov. C'est un centre, peut-être qu'il projette plus à l'aile, mais pour l'instant, c'est un centre de 6 pieds et un demi-pouce avec une vision puis des mains fantastiques. C'est un des meilleurs passeurs de toute la cuvée, mais il effectue tout à extrême basse vitesse. Puis c'est pas par un manque de patin. Son patin, il est quand même bon. C'est juste qu'il joue du hockey low pace.
Il adore contrôler le jeu, mais il aime beaucoup ralentir le jeu également, puis ça marche. Qu'est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir d'essayer en fait d'abuser d'un système qui marche, mais pas vraiment. Sauf la question qu'on se pose et qui en refroidit plusieurs, c'est est-ce que c'est transposable comme manière de faire les choses? En fait, pas nécessairement. Évidemment, dans certaines situations, ça va l'être. Je pense qu'il pourrait être, entre autres, une arme redoutable, ce jeu de puissance dans la LNH, mais il va devoir embrayer ça à 2 s'il veut avoir une chance de jouer dans le show, surtout à 5 contre 5. Défensivement, je le trouve pas aussi mauvais que ce qu'on entend. Je trouve juste qu'il est parfois passif. Tout ça me rappelle un peu Matvey Gridin, que j'aimais aussi beaucoup, plus que le consensus, en fait, lors de son année de draft, puis qu'il s'en sort quand même assez bien cette année, professionnellement parlant. Puis Gridin, c'est un espoir des Flames. Fait que, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose avec Shilov et lui donner la petite gear de plus? Ça serait pas plate. Je pense que Shilov a un des plus hauts plafonds du draft, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes envers son profil. Pas à cause des outils ou du talent, mais juste à cause du style de jeu. Peut-être un genre de Marcus Granlund ici, si tout va bien. Puis si tout va extrêmement bien, peut-être un plafond genre à la Claude Giroux. À voir. Au 37e rang pour les Blackhawks de Chicago, eux autres aussi, choix presque back-to-back. Je vais ici avec Niklas Aramolson, attaquant de 6'1". Évidemment, dans cette simulation-là, Chicago ont déjà repêché Malhotra et Ignatavicius. La logique voudrait qu'ils essayent d'aller chercher un gardien ou un défenseur ici, mais je ne simule pas de gardien, premièrement. Puis, il n'y a pas tant de défenseurs intéressants, je pense, dans ce range-là, à part peut-être Villeneuve et Bilecki. Mais je pense pas que ce soit nécessairement... En tout cas, à voir. Je pense qu'il pourrait encore s'essayer pour un attaquant ici, puis peut-être étirer le bras plus tard pour... attendre, en fait, plus tard pour un défenseur, parce que c'est ça, il repêche encore 45e là, dans genre 8 rangs. Fait que ouais, je pense qu'ils vont encore y aller pour l'upside ici. Matisse Preston aurait été un beau choix pour eux en termes d'attaquants. Eux qui aiment la vitesse puis l'habilité de marqueur. Mais je pense qu'Aram Olsen viendrait quand même cocher des cases similaires, mais avec un petit peu plus de cases, je dirais. Le boom potential est peut-être moins élevé que Preston, mais je pense qu'il y a un plancher peut-être un petit peu plus élevé. Du moins, il y a une B-game. Donc, Aram Olsen, personnellement, j'ai refroidi dessus en cours de saison. J'étais prêt à le mettre dans mon top 20 en début de saison. Je voyais en lui un genre de prototype d'attaquant de puissance, rapide, agile, avec une fine touche de marqueur. Sauf que plus j'avançais en saison, puis plus l'inconstance dans mes visionnements embarquait, puis plus je voyais des séquences qui me faisaient peur. Il a finalement même pas fait de mon top 50. Puis en plus, il a été mesuré à 6 pieds et 1 demi-pouce. Là, je pensais qu'il faisait genre 6 pieds 3. Fait que c'est sûr que ça change une perspective un peu. Ceci étant dit, le patin, il est là. Le shot est là. En fait, le shot est dans les très bons du draft. Je serais même prêt à dire. Il y a un tir vif, capable de décocher en mouvement avec des changements d'angle. Puis aussi, il y a quand même des bonnes mains, je trouve. Fait que mixer ce tir avec ses habiletés de patin puis l'agilité de ses mains, tout ça, ça le rend quand même très dangereux. C'est au niveau du sens du jeu, puis à sa capacité à driver le jeu où j'ai plus mes réserves, puis où ça s'est gâché en cours de saison. Il manquait beaucoup de jeux, il semblait avoir des œillères parfois, il se patinait dans le trouble, beaucoup de tirs télégraphiés, il y avait de la difficulté à trouver l'espace libre ou à rester libre pour recevoir des passes. Il essayait parfois des feintes de trop également. Son patin, je l'ai trouvé bon, mais pas séparateur non plus. Bref, rien de catastrophique quand même, mais ça ajoute peut-être l'incertitude par rapport à sa projection dans un top 6 dans la LNH. Puis aussi, son jeu physique, puis en échec avant, n'était pas aussi bon que ce que j'aurais souhaité. Même comme contre son groupe d'âge, au U18, j'aurais aimé en voir plus. Je restais un peu sur ma faim, même si les flashs étaient là. Je pense que la fondation pour jouer comme un joueur de soutien est plus là qu'un Matisse Preston. Mais l'upside offensif n'est pas aussi intéressant. Mais je pense qu'il y a les outils à Aram Olsen pour exploser, pour devenir peut-être un joueur top 9, possiblement plus complémentaire, mais avec une belle touche de marqueur. Au 38e rang pour le Kraken de Seattle, j'y vais pour Alexander Bilecki, défenseur gaucher de 6 pieds 2 pouces. J'avais dit à l'épisode 1 que Seattle se devait de stacker les défenseurs ici. Puis ils l'ont fait en première ronde en allant chercher Daxon Rudolph et Juho Piparinen. Bon, évidemment, je sais, le choix de Piparinen a été échangé, a changé de main 2 fois depuis cet épisode-là, mais bref, je reviens à la simulation. Rudolph Piparinen, 2 droitiers. Bilecki sera un beau gaucher dans leur corde, je crois. Certes, le Kraken a déjà plusieurs gars axés sur l'attaque dans sa banque d'espoir.
Mais Bilecki, qui est définitivement un joueur offensif, je pense qu'il y a un développement two-way beaucoup plus intéressant que plusieurs des joueurs qui ont. Premièrement, Bilecki, c'est un des très bons patineurs de ce draft-là. Il est super smooth, il est agile, il est explosif, il est rapide. Puis c'est pour moi un des meilleurs passeurs également, du moins parmi les joueurs à la ligne bleue. En fait, c'est, à mon avis, un des défenseurs qui a le plus le profil d'un corps arrière de jeu de puissance de la LNH. Le problème, ça explique pourquoi il a passé sous le radar, c'est qu'il a joué comme 5-6e défenseur cette année pour Kitchener, qui est une équipe, on le rappelle, boostée, expérimentée et qui a remporté la Coupe Memorial. Donc, on le voyait peu. Il n'a pas eu des bonnes minutes de qualité, il n'a pas eu beaucoup de temps sur l'avantage numérique non plus. C'est sûr qu'à 12 minutes par match, il y a moins d'exposition puis de chance, mettons, qu'un Chase Reed qui jouait parfois 30 minutes. T'sais. Mais le potentiel de Bilecki est là, offensivement parlant. Puis avec son patin, son gabarit à 6 pieds 2, le jeu défensif, je pense, pourrait devenir très solide également. Il est déjà bon, son jeu défensif, meilleur que Blyle et Villeneuve, mais le plafond défensif, je pense, est plus élevé que ces joueurs-là encore. Puis offensivement, pour moi, il est dans la même catégorie que Blyle. Blyle ose plus offensivement, mais je trouve Bilecki plus posé et plus intelligent avec la rondelle. Je pense que Alexander Bilecki, c'est le genre de joueur que d'ici quelques années, on va se rendre compte qu'il aurait dû être un choix top 20, mais il n'était juste pas dans le bon contexte. Au 39e rang pour les Penguins de Pittsburgh, c'est simple ici. Ils ont pris Liam Rock en première ronde. J'y vais ici avec son jumeau, Marcus Rock. Je ne veux pas trop passer de temps sur Marcus, compte tenu que j'ai déjà fait un épisode presque complet sur les jumeaux, épisode qui est encore disponible d'ailleurs, puis dans lequel il y a énormément de séquences vidéo des deux joueurs. Mais grosso modo, Liam est pour moi une grosse coche au-dessus de Marcus, je l'ai déjà dit. Puis je sais, ils sont vus comme étant Marcus c'est le passeur, Liam c'est le marqueur. Liam c'est le marqueur, oui. Je pense que c'est juste une romantisation de la situation. On essaie vraiment fort de voir du CD dans eux, mais c'est pas le cas. Je pense pas, en fait. Liam, c'est, à mes yeux du moins, vraiment un meilleur joueur overall que Marcus. T'sais. Liam est meilleur dans absolument toutes les catégories. Puis il est un meilleur fabricant de jeu que Marcus, qui est vu comme étant le fabricant de jeu des deux, oui. En fait, c'est que je vois plus Marcus comme étant un connecteur plutôt qu'un fabricant de jeu. Certes, il a réalisé des passes exceptionnelles cette saison, mais il y a beaucoup de ces jeux-là qui avaient d'abord été amorcés par son frère Liam. Marcus, il a une surdépendance à son frère, alors que l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Évidemment, leur chimie est indéniable et incroyable ensemble, puis je pense que les Pingouins ont tout intérêt à tenter l'expérience ici. Ça fait pas vraiment de sens de repêcher Liam et de ne pas repêcher Marcus, tu sais. Mais si les deux avaient joué dans des équipes différentes, je pense que Liam aurait quand même probablement ramassé un bon 80-90 points, mais je pense que Marcus aurait peut-être été sur un troisième trio, on en parlerait comme un choix de 3-4e ronde. Peut-être que je suis trop dramatique ici et que je surcompense pour ses lacunes. La vision est là, la qualité des passes est là, je le reconnais. Mais Marcus, il n'y a pas de main, il n'y a pas de patin. Ses meilleurs tirs, possiblement meilleurs que ceux de Liam, mais c'est 1 sur 10 qui pogne comme du monde. Autrement, Marcus, il a un tir très moyen. Mais surtout, Marcus, il a de la misère à effectuer des jeux rapides souvent. Surtout les jeux là, one-touch. Il conserve la rondelle un peu trop longtemps, alors que Liam est magnifique là-dedans, puis il excelle à effectuer des jeux de possession rapide. J'espère juste que le fait de les mettre ensemble saura élever le jeu de Marcus et non retenir celui de Liam. Au 40e rang pour les Panthers, je vais ici pour Casey Mutrin. Ailier de 6 pieds 3, 203 livres. De type, je dirais, attaquant de puissance, passeur. En toute transparence, j'ai vraiment eu de la misère à embarquer dans le train de Mutrin cette année. Puis encore à ce jour, je l'ai beaucoup plus bas que la plupart des gens, je pense. Certes, les flashs de passe sont incroyables. C'est un joueur très dangereux autour du filet également. Il peut jouer robuste aussi. Il est très bon à sortir la puck des coins. Sauf que le niveau d'intensité a été extrêmement inconstant dans mes visionnements. Puis son patin est une limitation importante dans plusieurs jeux. J'ai pas trouvé que son tir, ses mains ou son sens du jeu projetaient comme des forces non plus. Dans plusieurs des parties que j'ai visionnées, il était principalement invisible, passager, puis honnêtement, il a fallu que j'aille checker des séquences vraiment précises, genre toutes les passes qu'il a tentées en cours de saison, afin de voir les bons moments. Puis c'est un peu ce que je vous présente aujourd'hui, fait que ça se peut qu'il y ait un clash avec ce que je dis.
Fait qu'encore une fois, ça revient toujours à l'échantillon. Si je check un gars 10 fois, mais que je pogne ses 10 pires games de l'année, c'est possible que j'aille une opinion plus défavorable que quelqu'un qui pogne juste 3 games, mais 3 games fantastiques. Mais quand je vous dis de vous faire confiance puis y aller avec votre gut feeling, ça va d'un bord comme de l'autre. Puis c'est un bon exemple ici. J'ai pas Mutrin dans mon top 50 alors qu'on le voit entre 25 et 40 pas mal partout parce que ça m'a fait peur ce que j'ai vu là. Peut-être qu'il peut jouer dans un rôle de profondeur. En fait, j'ai aucun doute. Là. Je pense qu'il peut devenir un très bon gars de quatrième trio. Mais j'ai quand même peine à voir le potentiel offensif ici. Et c'est ce qui me refroidit. Au 41e rang pour les Canucks de Vancouver, j'y vais ici avec Mattis Preston, attaquant talentueux de 5 et 10 des poussières. Dans cette simulation, Vancouver ont déjà quand même réussi à mettre la main sur le talentueux Ivar Stenberry, ainsi que le défenseur dynamique Tommy Blyle et le gros défenseur cochon William Hawkinson. Fait qu'il y a un beau début de reconstruction avec cette cuvée-là, mais je pense que avec ce choix-là au 41e rang, il doit continuer de viser l'upside côté attaquant. Puis je pense que Mattis Preston est parfait ici. Preston qui était vu comme étant un choix top 10 en début de saison, voire même avant la saison. Puis je pense qu'il demeure encore à ce jour un des joueurs les plus talentueux du draft, un des joueurs les plus rapides, un excellent tir, probablement de calibre LNH déjà, puis qui a fait un beau dynamisme. C'est juste qu'il y a quand même des questions par rapport à la projectabilité de son jeu au prochain niveau. Puis le gabarit en fait partie. C'est un gars beaucoup de périphérie. Il se fait tasser facilement. Mais malheureusement, il a peine, je trouve, à repérer ses options sur le cycle. Puis c'est un gars que je trouve qui bénéficie beaucoup du rush pour créer des occasions de marquer également. Avantage qui va peut-être disparaître au prochain niveau. Fait que, il joue comme un fabricant de jeu également, mais je doute que le sens du jeu ou la vision suffisamment bonne pour vraiment devenir un play driver ou un fabricant de jeu au prochain niveau. Puis je pense que ça limite son efficacité dans ce rôle-là en général. Fait que c'est un marqueur, mais un marqueur qui est souvent gardé en périphérie. Est-ce que le contexte dans lequel il jouait est venu impacter un petit peu ses performances cette année? Peut-être. Sauf que je pense que quand tu veux repêcher un gars talentueux de ce calibre-là, quand même haut dans le draft, tu veux un gars qui est quand même assez dominé dans le junior, et ça n'a pas été le cas cette année pour Preston dans les 2 équipes qu'il a fait. Il joue très seul également, c'est une chose qui me dérange. Son jeu tourne beaucoup autour de son patin. Un autre avantage qu'il va probablement perdre au prochain niveau. Fait que tu sais, si c'est un marqueur rapide, un ailier de même pas 5 et 11, c'est quoi sa réelle chaise dans la LNH? Je disais qu'il n'a pas tout cassé cette année. 32 points en 36 matchs avec Spokane, alors que c'était lui qui avait les rênes de cette équipe-là. Il a ensuite été échangé aux Giants de Vancouver, dans lequel il a accumulé 12 points en 10 matchs. Fait qu'au final, il n'a même pas terminé la saison point per game. Point per game, exploit qui a pourtant été atteint par 69 joueurs de 17 ans et moins dans la WHL dans les 10 dernières années, parmi les joueurs ayant joué au moins 30 matchs. Fait que tu sais, il y a des productions similaires à Brendan Yeager, Cam Schmidt et Cole Reschny, mais quand eux autres étaient âgés de 16 ans, même Landon Dupont, à 15 ans, qui est un défenseur, a plus produit que Preston cette année. Plus produit ou du moins dans les mêmes eaux. Là. Fait que ça demeure un joueur spécial d'un point de vue de tir, d'un point de vue patin, qui a des qualités quand même excellentes à ce niveau-là. Et il pourrait devenir un vol s'il est mis dans le bon contexte avec le bon programme de développement. Parce que est-ce que c'est un Andreas Athanasiou ou est-ce que c'est le prochain Kyle Connor? C'est quand même large les possibilités ici. Peut-être un genre de Victor Olofsson si on se rejoint un peu dans le milieu. Fait que c'est impossible à dire pour l'instant. Je pense que c'est un beau guess pour les Canucks ici. Je pense que c'est le range dans lequel il se doit de sortir. Même si, comme je répète, en termes de talent, c'est un choix probablement top 15 ici. Au 42e rang pour les Predators de Nashville, je vais avec Jack Hextall, un genre de centre peut-être lié de 6 pieds et 1 demi-pouce. Puis je sais toujours pas quoi en penser de Jack Hextall, pour qui j'ai changé mon fusil d'épaule à chaque visionnement cette année. C'est un gars super créatif, un très bon passeur avec d'excellentes mains, une super belle vision. Il prend beaucoup de risques dans sa manière de jouer. C'est également un attaquant avec un beau jeu défensif, une certaine robustesse puis un désir de vouloir aller dans un coin. Le problème, c'est que son patin est une limitation majeure. Il a les pieds très lourds. Il n'est pas vraiment agile non plus.
Puis il a de la misère à garder ses pieds en mouvement durant les actions qu'il fait. Fait que oui, il va aller dans les coins, mais il arrête de patiner. Puis ça l'impacte dans à peu près toutes les facettes du jeu. Autant, comme je disais, physiquement que dans son playmaking également. Tu sais, c'est un gars qui va quand même, avec la rondelle, tout faire à basse vitesse, même si le pace sans la rondelle est quand même là. Mais là où il a regrimpé toutefois dans ma liste en fin de saison, c'est que son patin semble s'être amélioré. Tu sais, j'ai pogné des games en fin d'année où, honnêtement, c'était moins problématique un peu qu'en début de saison. Fait que je pense qu'il a le potentiel de devenir un deuxième joueur de centre. Je pense que le upside est vraiment là. Peut-être un genre de David Krejci dans ces eaux-là. Mais je pense que le scénario le plus probable, c'est qu'il devienne davantage un joueur de support en raison des limitations qu'il a. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'en va à Michigan State dans la NCAA, qui est généralement un bon programme pour améliorer ce genre de lacunes. Au 43e rang pour les Blue Jackets de Columbus, j'y vais avec Mustapha Lemieux. Non, c'est pas vrai, mais sans blague. Mustapha Lemieux, allez voir ce profil sur Elite Prospects. Je pense que ça va faire votre journée. Mais non, je vais plutôt ici avec Rudolf Berskalns, centre laiton de 6 pieds 3 et demi. Profil assez simple, fait que je ne vais pas m'éterniser ici. Profil excellent pour un joueur de support. Il est grand, il est fort, il est robuste, son patin est au-dessus de la moyenne pour les gars de cette taille-là, puis son tir, il est surprenant également. C'est pas un gars qui a produit à aucun niveau dans lequel il est passé, mais c'est un gars avec un jeu très transposable et très mature. C'est un joueur qui s'est beaucoup amélioré également au fil des dernières années, puis qui devrait continuer de s'améliorer en allant jouer à Boston College dans les années à venir. Il joue avec un beau niveau d'intensité, ses mécaniques de patin sont bonnes en termes de posture et de profondeur, puis il n'y a pas vraiment de lacunes apparentes, outre peut-être le manque de potentiel offensif. Au 44e rang pour les Devils de New Jersey, j'y vais avec Landon Amrine. Question de continuer dans la lancée des gros bonhommes. Personnellement, j'ai refroidi beaucoup sur lui. Je m'excuse encore une fois de l'avoir moqué au sénateur la dernière fois. Je pensais qu'elle allait se grimper ses listes puis tout ça, mais ouais, non. Puis plus je l'écoutais, moins je voyais les flashs. Fait que, bref, attaquant 6 pieds 4 et demi, au patin déficient. Avec un shot pas loin de calibre professionnel déjà, avec des flashs de playmaking projetables également. Je pense que c'est un joueur qui lit bien le jeu aussi. Malheureusement, j'ai souvent quitté mes visionnements un peu déçus de la part physique. C'est un gars très stiff mécaniquement aussi, énormément limité par ses jambes présentement. C'est un beau projet toutefois, mais c'est ça, avec cette taille-là puis un certain instinct offensif, je pense qu'il y a un projet intéressant. Mais c'est pour moi beaucoup plus un joueur, comment je pourrais dire, il est moins raffiné que Brooks Rogowski, je vais le dire comme ça. Fait que ça reste un joueur assez jeune aussi. C'est un printemps 2008. Fait que c'est sa première saison aussi en WHL, lui qui jouait en U16 3A l'an dernier. Fait que peut-être un late bloomer avec beaucoup de runway, de développement devant lui. Fait que tu sais, on mise sur le gabarit, on mise sur les flashs. Mais il y a un clair manque de constance et de robustesse ici. Outil très intriguant. On croit qu'il pourrait prendre une grosse coche l'an prochain, mais c'est de la projection. Il n'y a aucune certitude ici. Ceci étant dit, on se trompe rarement avec les gars de ce gabarit-là qui savent jouer au hockey parce qu'ils savent jouer au hockey. T'sais. Dans le pire des cas, tu as un gars qui peut venir jouer dans un rôle de soutien. Puis dans le meilleur des cas, tu as un allié de puissance de milieu d'alignement. Fait que je pense que c'est le genre de pari que les Devils peuvent prendre ici. Au 45e rang pour les Blackhawks, je voulais pas vendre la mèche tantôt, mais j'y vais ici avec Xavier Villeneuve. Puis imaginez 2 secondes le match parfait ici, la menace de ce jeu de puissance d'ici quelques années, avec les Connor Bedard, Anton Frondel, Caleb Malhotra qui ont repêché en première ronde ici, et le succulent Xavier Villeneuve. J'en bave dans mon pizza Getty, guys. Xavier Villeneuve, un gars que j'ai adoré cette année et même l'an passé, défenseur gaucher de 5 et 11 qui a évolué à Blainville-Boisbriand cette saison, qui était vu comme étant qui est vu encore à ce jour comme étant le Lane Hudson québécois. Personnellement, je l'ai encore dans mon top 10. Je suis très high sur lui. Puis, on le voit là, évidemment plus en fin de première ronde ces temps-ci. Puis, il risque de sortir en deuxième ronde. C'est pour ça que je l'ai simulé ici. Mais le profil est simple. C'est un magnifique patineur. Il est excessivement dynamique. C'est un as à transporter la rondelle, puis à s'activer agressivement en zone offensive, à contrôler le jeu, puis à feinter, puis manipuler les défensives adverses. C'est un petit joueur avec des lacunes physiques et défensives, certes,
mais le volet offensif est spécial. Âge pour âge, je suis même prêt à dire que c'est un meilleur patineur que Lane Hutson. La grosse différence, c'est ce qui met un doute dans la tête de plusieurs, c'est que ce qui rend Hutson spécial, puis qui lui a permis de devenir le joueur d'impact qui est aussi rapidement, c'est son niveau de compétitivité élite. Puis Villeneuve n'est pas tout à fait au même niveau. Villeneuve a quand même été 6e sur notre liste de novembre à avril chez Elite Prospects. On l'a finalement baissé à 13 parce qu'on aurait aimé en voir un petit peu plus en série, mais aussi parce que des gars comme Viggo Bjork, Daxton Rudolph et Wyatt Collin ont tellement bien fini la saison qu'on n'a pas eu le choix de les faire passer devant. Mais on demeure parmi les plus optimistes envers Xavier Villeneuve. C'est probablement le défenseur avec le plus haut plafond offensif du draft avec Daxton Rudolph, je dirais. Toutefois, comme pour tous les défenseurs de ce gabarit-là, le contexte dans lequel il va aboutir va être très important. Une équipe comme Chicago ou San Jose, où qu'on lui confierait sans doute le premier powerplay et avec des joueurs de talent à l'attaque, ce serait idéal. Sauf que si Montréal, par exemple, le repêche, puis qu'il est pogné derrière Hudson, Dobson et compagnie, ça va être plus difficile pour lui de se faire une place. Ou encore, s'il tombe dans une équipe en début de reconstruction, comme à Vancouver, ça aussi, ça pourrait prendre quelques années avant que ça commence à se développer. C'est une autre raison qui a fait qu'on ne pouvait pas retenir tant que ça sa chute, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans son développement, ce qui ajoute un petit peu d'incertitude à son profil. Mais souhaitons-lui que le scénario simulé ici, donc Chicago, se produise, ou si Chicago passe par-dessus ici, peut-être que San Jose, avec le 62e choix au total, pourrait le repêcher. Et oui, 62e choix au total à San Jose, Canadien repêche 61. On peut s'attendre que ça crierait si Montréal passait par-dessus, mais à voir. Au 46e rang pour les Kings de Los Angeles, j'y vais avec Jonas Sigvardsson, ailier de 6 pieds 3. Si les vidéos que je suis en train de vous montrer à l'écran vous sont familières, c'est que je les avais présentées à l'introduction de la première partie de ce mock draft-là, dans lequel je passais des vidéos de 5 ou 6 de mes coups de cœur ou cibles pour le Canadien lors de ma très longue introduction. Puis c'est ça, Sigvardsson en faisait partie. Le terme coup de cœur, peut-être un peu fort pour Sigvardsson ici, mais c'est définitivement un gars que je crois qui est sous-estimé, que j'ai adoré en série dans la WGL, puis qui a un beau potentiel LNH, je crois. Fait que s'il est disponible au 61e rang pour Montréal, c'est définitivement dans mes cibles. Toutefois, ou encore mieux, s'il est là en 3e round, ça sera encore mieux. Ça sera un vol pour moi. Mais ici, c'est les Kings qui l'ont. Fait que Sigvardsson, c'est d'abord un allié robuste et travaillant le long des bandes, qui a connu, comme je disais, de très belles séries en WHL. Il y a toutefois 2 choses que je crois qui passent sous le radar, puis c'est pourquoi je l'ai en haute estime. Je trouve son shot écœurant. Il y a un vrai shot de marqueur, non seulement puissant et précis, mais il décoche très régulièrement avec une motion de toe drag, genre de move qu'on voit rarement pour des bonhommes de ce gabarit-là. Puis aussi, j'adore sa protection de rondelle et son board to middle. Évidemment, les vidéos que j'ai choisies là ne montrent pas nécessairement, c'est plus des highlights offensifs, mais il est vraiment bon à protéger la rondelle puis à la récupérer. Évidemment, avec son gabarit, il y a un avantage sur les autres dans la dub, mais il s'en sert de manière intelligente et projetable grâce à sa portée, sa prise de position de l'intérieur. Fait que je pense que l'avantage va demeurer au prochain niveau. Puis aussi, c'est qu'il scanne bien, fait qu'il repère bien ses options de passe sur le cycle, puis il y a les mains pour faire ces jeux-là aussi. Fait que tout est super projetable là, pour un rôle de profondeur ici. Le gros enjeu, toutefois, c'est le patin. Il est vraiment pas beau, son patin. La posture est tout croche, il y a des enjambées courtes puis lentes. Mais j'ai vu quelques séquences en série en fin de saison où, en ligne droite, il était capable d'avoir un bel alignement de la colonne puis des enjambées complètes. Puis ça me donne espoir. On sait, le patin, c'est dur à travailler, mais il y a quand même des signes encourageants. Puis en plus, il est à 3 semaines d'être éligible l'an prochain. Puis il joue comme un gars de 19 ans. Tu sais, je pense que je l'avais dit dans un autre podcast, là, je le regardais jouer en série, puis je pensais que c'était un gars de 19 ans. Mais non, c'est un gars qui est quasiment éligible l'an prochain. Il a pris une grosse coche, comme je disais, en 2e moitié de saison. Puis moi, je miserais sur le fait qu'il est sur une courbe positive de progression et une courbe agressive même, je dirais. Fait que je pense gros candidat pour devenir un vol. Je pense qu'il y a plus d'attaques dans le corps qu'on pense. Puis c'est ça, personnellement, je l'ai plus haut que des gars comme
Pugachev et Casey Mutrin. Au 47e choix pour les Red Wings de Détroit, j'y vais pour Victor Plante. Ça serait malade parce que Victor Plante, c'est une copie carbone de son frère Max Plante à son année de draft, qui, Max Plante, a été repêché par Détroit en 2024, 47e au total aussi. Fait qu'imaginez si Victor sortait aussi 47e à Détroit en 2026. Mind blown. Dans sa forme actuelle, Victor, c'est un attaquant de 5 et 10, super bon fabricant de jeu, qui joue à haute vitesse et avec énormément de vouloir. C'est un joueur intelligent, agile, impliqué. Je pense que le genre de profil que Détroit aime, sauf peut-être le gabarit. Parce que c'est ça, le X, c'est la force physique puis le patin sont pas nécessairement de calibre pour soutenir ce style de jeu-là au prochain niveau. Puis je pense que c'est la limitation majeure. Tu sais, s'il faisait 6 pieds 1, peut-être qu'on en parlerait comme un choix de première ronde. C'est à ce point-là qui est bon, je pense, Victor Plante. N'empêche que c'est un joueur super le fun à regarder. C'est un gars qui est travaillant. C'est le fils de l'ancien NHLer, la légende Derek Plante. C'est le frère de deux joueurs qui ont connu beaucoup de succès dans la NCAA. Fait que je pense que c'est un pari intéressant à prendre ici. Au 48e rang pour les Panthers de la Floride, j'y vais pour Ethan McKenzie ici. Avec leur 9e choix au total dans la première ronde, ils avaient fait prendre Viggo Bjork pour l'aspect plug-and-play dans la LNH. Bon, c'est sûr que l'échange de Ketchuk, tout ça tombe à l'eau, mais la logique demeure la même ici pour Ethan McKenzie. Défenseur gaucher 6 pieds 1, ignoré 2 fois au repêchage déjà. Oui. Mais il est très bon, McKenzie. En fait, c'est un des meilleurs défenseurs de WHL en ce moment. Défenseur complet, impliqué, intelligent, mobile. Autant capable de défendre que de jouer en transition, que de jouer même à la pointe sur le cycle ou sur le jeu de puissance. Puis si vous vous en souvenez, McKenzie avait joué pour Équipe Canada Junior dans le temps des fêtes, puis avait été un des meilleurs défenseur de l'équipe. Pour moi, il avait même été meilleur que Harrison Brunick, qui avait, pour sa part, je pense, 9 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Puis les deux sont issus de la... pas de tissus, sont issus de la... on revient encore au corps du roi, les gars, là. De la même QV, soit la QV 2024. On se rappelle, Brunick était un choix là, de fin de première ronde en 2024. McKenzie avait été ignoré. Il avait été ignoré en 2025 aussi. Fait que l'argument en faveur de McKenzie... que j'ai déjà fait là, à maintes reprises là, dans le podcast, c'est que si on faisait un redraft de la QV de 2024 aujourd'hui, probablement que McKenzie sera un choix de 2e ronde. Là, puis il y a peut-être même un argument pour le mettre en fin de première ronde. Fait que si jamais il avait sorti en 2024 en 5, 6 ou 7e ronde, on parlerait de lui aujourd'hui comme étant un vol. Fait que c'est quoi l'argument pour pas le prendre en 2e ronde cette année? Je le sais pas. N'importe qui aurait repêché ce gars-là il y a 2 ans, crierait au vol en ce moment. Fait que certes, il y a moins de développement devant lui, étant donné qu'il est 2 ans plus vieux, je le reconnais. Mais d'un autre côté, il y a plus de certitude dans son développement parce qu'on a plus d'informations. On a 2 ans de développement de plus. Puis c'est là que ça devient intéressant pour l'équipe, pour les Panthers, parce qu'il est 2 ans plus près de la LNH aussi, forcément. Fait que peut-être que McKenzie pourrait jouer comme un 6e ou 7e défenseur d'ici 2 ans sous un contrat d'entrée. On ne sait jamais. Là, ça peut être le 7e, 8e défenseur dans le depth chart qui ont des blessures. Tu le rentres là, comme 6, 7e défenseur en série. Ça pourrait arriver. Puis le fait que ce soit un contrat d'entrée, ça pourrait les aider dans un push final pour une autre Coupe Stanley. Fait que bref, McKenzie, un gars de caractère robuste, mobile, sans trop de faiblesse, à part ne pas être un géant ni être élite offensivement. Puis tu sais, je dis que Brunick, il était meilleur que Brunick au championnat mondial junior. Je pense que Brunick, à terme, va être un meilleur joueur. Il y a des meilleurs outils, peut-être, surtout avec le gabarit que McKenzie. Mais McKenzie, le patin, il est là, la hargne est là. Je pense que c'est un gars bâti pour la LNH aussi. Je pense juste que le plafond est peut-être un peu plus limité. 49e pour les Kings. J'y vais avec Samu Alalauri, défenseur droitier de 6 pieds 2, 215 livres, que je verrais sortir plus haut que ça, même vu le profil. Un profil un peu dans le même moule là, que les Juho Parinen et compagnie, dans le sens où c'est un peu un jack of all trades, mais il manque peut-être là, le petit côté spécial. Je ne sais pas s'il va être assez bon pour devenir un joueur d'impact ou s'il va juste être un défenseur de support. Sauf que, personnellement, j'ai Alalauri devant Piparinen et Atkinson. Je pense que
Puis Perrinon est peut-être plus safe. Atkinson a peut-être un profil qui parle encore plus aux équipes de la LNH. Sauf que le patin de Alalari, pour moi, est une bonne coche au-dessus des deux, surtout au-dessus d'Atkinson. Alalari, c'est pas le meilleur fabricant de jeu, mais c'est un bon transporteur de rondelles, je trouve. Il est capable de s'activer agressivement en zone offensive également. Je pense pas que ça va se transposer nécessairement dans la LNH, sauf que ça reste qu'en transition, en relance, c'est des outils qu'il va avoir. Il fait encore, malheureusement, plusieurs jeux forcés, des pertes de possession également. Défensivement, je l'ai trouvé solide avec des beaux flashs de robustesse, du beau jeu le long des bandes. Mais c'est ça, c'est pas élite à aucun égard. Puis je pense que son développement se doit de passer par là s'il va avoir une chance de faire la ligue. Fait qu'on parle quand même d'un droitier 6 pieds 2 mobile qui garde les choses simples dans sa zone. Un choix safe pour devenir un 5-6e défenseur, je crois. Puis peut-être, c'est là que ça me rend plus optimiste peut-être que Perrinon et Atkinson, c'est que la mobilité peut-être pourrait lui développer un plafond plus haut et qui pourrait devenir un isolateur de top 4. Au 50e rang, j'y vais avec Alan Shaiklislamov, un autre de mes coups de cœur, puis un joueur pour lequel je vous avais montré des vidéos sans trop d'explications dans la vidéo de première ronde de ce repêchage simulé-là et que j'avais identifié comme étant une cible pour les Canadiens en 2 ou 3e ronde. Donc, Shaiklislamov, ailier, 6 pieds 3 quarts. 6 pieds 0 pouces 3 quarts, né au début septembre 2008. Donc, on va le dire tout le monde ensemble, un des jeunes joueurs de la QV à 2 semaines d'être éligible l'an prochain. Bravo, vous connaissez la cassette. Un joueur qui manque de raffinement, évidemment, surtout dans son maniement et sa prise de décision, mais c'est un joueur excessivement intense. Très bon patineur, avec un bon shot également. C'est un gars qui joue sans relâche, qui plaque, qui va de deuxième effort, qui va dans les coins où ça fait mal. Il y a le gabarit, il y a le patin, il y a le moteur, la robustesse pour jouer dans un rôle de soutien. Mais là où je suis optimiste dans son cas, c'est qu'avec ce tir-là, je pense qu'il pourrait devenir une bougie d'allumage plus haut dans l'alignement. Fait que pour moi, c'est un fit parfait pour le CH. Bon, aujourd'hui, c'est les petits canards qui le repêchent, mais... ouais, un gars que j'aime beaucoup, que je verrais là, faire sa place dans la LNH, puis qui aurait mérité, je pense, d'être dans les discussions pour sortir autour du 25e rang, à mon avis. Mais je pense que, vu qu'il jouait en MHL, je pense que plusieurs ont été frileux pour le classer aussi haut. Mais il y en a quelques-uns, je vous vois, il y en a quelques-uns qui l'ont haut, et j'apprécie beaucoup. 51e pour les Flames de Calgary. Je vais avec un gars que... Si vous avez écouté là, les lives de Podcast Le Relève, j'étais à chaque épisode, je demandais « Ah, c'est-tu là que Marty nous en parle? » Mais non, il n'a pas parlé! Maudite vierge! Timofey Rounceau, un autre que vous avez peut-être vu dans mes cibles pour le CH dans l'épisode précédent, réalistiquement plus en 3e ronde, mais personnellement, je serais très enchanté par cette sélection-là. Défenseur droitier, 6 pieds 2 et demi ou 6 pieds 3, mais c'est un D+1, donc qui avait été ignoré l'an dernier, mais c'est un gars qui a connu une progression fulgurante. Puis d'ailleurs, je me permets, c'était un des jeunes défenseurs l'an dernier, fait que il avait été ignoré, peut-être qu'il n'y avait pas eu justement son éclosion. Là, l'éclosion vient d'arriver. Fait que ça vaut la peine, je pense, de repêcher des très jeunes défenseurs, surtout quand ils sont un petit peu plus grands. Parce que vous voyez le genre de step que ça peut prendre d'une année à l'autre. Fait que Rounceau, j'ai envie de dire un de mes défenseurs préférés à voir cette année, simplement à cause de son volet chaotique. C'est un défenseur qui tente extrêmement beaucoup de choses, qui fait confiance à son patin puis à ses mains pour attaquer puis transporter la rondelle de manière très agressive, parfois désorganisée, mais agressive et créative. Le niveau de talent, il n'est pas élite, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs de 6 pieds 3 qui peuvent manier la rondelle de la sorte et qui attaquent la sorte surtout. Le sens du jeu, je pense qu'il est bon. Puis si son offensive ne se transpose pas totalement au prochain niveau, parce qu'évidemment, il ne jouera pas de même dans la LNH, je pense quand même que les jeux qui tentent en ce moment, puis c'est ce que j'aime, montrent qu'il y a une belle vitesse d'analyse. Puis je pense que ça va lui servir à long terme dans sa propre zone aussi. Fait que le jeu défensif est déjà assez bon. Il y a une belle robustesse également. Fait que définitivement un joueur qui pourrait surprendre. Puis on sait que certaines équipes l'aiment beaucoup. Fait que je pense qu'il va sortir plus haut que ce qu'on pense. Je serais vraiment pas surpris qu'il sorte en 2e ronde. C'est pourquoi je le moque ici.
Même s'il n'y a aucune certitude, là, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il glisse plus en 3-4e ronde, étant donné que c'est un D+1. Mais je pense qu'il y a un intérêt réel de la LNH envers ce joueur-là, vu le développement, vu que c'est un droitier de 6 pieds 3, qui patine bien. Au 52e rang pour les Oilers d'Edmonton, j'ai Gio Pantelis, défenseur lavallois, droitier, près de 6 pieds 3, super beau patineur, très solide défensivement, un des meilleurs bâtons actifs de tout le draft, qui ferme les écarts rapidement, qui joue de manière très robuste dans sa propre zone également. Un peu comme Runso, c'est un joueur qui essaie beaucoup de jeux offensivement aussi. Malheureusement, c'est là peut-être la différence avec Runso, c'est que Pantelis manque quand même un peu de contrôle de rondelle pour compléter tous les jeux qu'il essaie, mais j'adore les idées, j'adore le guts, il est intrépide. À terme, je vois plus un défenseur défensif, robuste, mais le potentiel, je pense, est réel pour qu'il devienne un isolateur peut-être de deuxième paire. Personnellement, c'est un gars que j'ai encore en fin de première ronde. Je pense que défensivement, c'est un des gars les plus sous-estimés. Comme je dis, probablement le meilleur bâton actif de tout le draft. Très bon gars en transition. Puis dans sa propre zone, c'est un gars qui joue un jeu qui fait mal. Puis encore là, droitier de 6 pieds 3 qui patine bien puis qui est robuste. Profil que j'adore, puis ça serait parfait ici pour les Oilers. Au 53e rang pour les Flyers, j'y vais avec Mans Gudmundsson, défenseur droitier de 6 pieds 3 également. On voit 3 défenseurs droitiers de 6 pieds 3 qui sont back-to-back. Là. Ça va se produire. Là. Ils vont sortir tôt. Là. Si vous pensez qu'ils vont en rester des bons au rang du CH, ça se peut, mais il va y en avoir une petite gang qui vont sortir avant. Fait que Mans Gudmundsson... je vais y aller d'une prédiction, en fait, osée même ici, entre Gudmundsson, Alalauri, Atkinson, Goliath et Piparinen, donc les défenseurs relativement gros et compagnie européens. Gudmundsson va être le meilleur NHLer down the road. Je vois pas de talent super élite, encore une fois. C'est pas que je suis si high sur lui, mais offensivement, je pense qu'il est similaire aux autres, sauf que c'est dans sa propre zone que il me met plus en confiance que d'autres, notamment grâce à son jeu robuste. C'est un joueur super intelligent dans sa zone, qui joue safe toutefois, mais j'aime le petit edge supplémentaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils pour devenir un des bons shutdowns dans la Ligue nationale de hockey, avec peut-être un petit côté offensif, donc pas un pur stay at home. Fait que dans cette gang-là, c'est pas mal mon préféré, puis un de ceux qui a le plus progressé également. Peut-être Alalauri, que je mettrais au même niveau, mais pour moi, je le préfère beaucoup plus que Atkinson et Goliath. Pour Pittsburgh, j'y vais avec Jonas Lagerberg Owen, un autre que j'avais identifié comme étant une cible pour le CH dans l'autre épisode. Puis parmi mes coups de cœur cette année et mes cartes cachées, en fait, je pense que c'est le gars le plus sous-estimé du draft. Si vous regardez là, les highlights que je montre en ce moment, c'est difficile de comprendre pourquoi il n'est pas un choix de première ronde, voire même un choix top 20 partout. Puis je vous donne raison, les highlights montrent ça. Le problème, c'est que Lagerberg Owen a joué seulement 9 matchs cette année. En fait, 9 matchs en U20, je devrais dire, dans lequel il a amassé 9 buts. Donc 9 buts en 9 matchs, ainsi que 7 passes pour un total de 16 points. Il a également joué 2 matchs en SHL, mais je pense que c'était du temps de glace très limité. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est blessé au genou à l'automne, puis il est sur la touche depuis, mais apparemment qu'il est sur le bord de revenir. Le profil est toutefois incroyablement alléchant. Ailier, 6 pieds 2, probablement le joueur le plus rapide de tout le draft, honnêtement. Puis un des meilleurs tirs du draft aussi. Pour vrai, l'échantillon est trop faible, mais je pense qu'il avait joué toute l'année, il aurait été probablement top 3 des patins du draft, puis top 5 des tirs du draft. Mais ça reste échantillon de 9 matchs seulement. C'est un late qui a joué en U20, qui a subi une grave blessure au genou. Donc, il y a un gros risque quand même. Pas pour dire qu'une équipe pourrait se garocher dessus en première ronde, mais personnellement, moi, dès le 40e rang, là, il est dans le haut de ma liste. Là.
dans une cuvée, en plus, qui manque d'upside, tu dois swinguer. Anyway, tu vas swinguer pour un gars qui a des grosses lacunes. Fait qu'aussi bien de swinguer sur ce gars-là que la seule lacune, c'est qu'on ne l'a pas vu jouer assez. Il y a des très grosses chances, je crois, qu'il devienne un choix top 20, voire même top 15 dans un redraft dans 5 ans. Puis je serais même pas sur le cul que ça devienne un choix top 10 dans un redraft. Autant qu'il pourrait ne jamais jouer parce qu'on l'a peu vu jouer. Puis il est blessé. Fait que gros fan, gros coup de cœur ici. Au 55e rang pour les Flames, j'y vais avec pas un coup de cœur. Ryan Rubruk, comme je l'appelle, Ryan Rubruk. Autre gros swing pour l'upside ici pour Calgary. Il pourrait sortir plus haut que ça, là, je pense, réalistiquement, Rubruk. Autant qu'il pourrait glisser, c'est ce que j'essaie d'illustrer un peu ici. Ailier 6 pieds 3 et non 6 pieds 4, 6 pieds 5, comme on voyait en début de saison. C'est pas un centre non plus. Au début, on en parlait comme un centre de 6 pieds 4. Non, c'est un ailier qui fait à peine 6 pieds 3. Il était à 6 pieds 2 et demi, même à un moment donné cette année. Fait que c'est ça. Les attentes étaient très élevées pour Rubruk, vous le savez, cette année. C'est un late, mais que l'an dernier avait connu une excellente saison. Puis, c'était déjà un espoir de premier plan depuis quelques années. Un tir qui frôle l'élite. C'est un bon distributeur de rondelles. Les mains sont excellentes. Fait que bref, un attaquant avec un gros gabarit et toutes les coches offensives. Sauf que le niveau d'effort est épouvantable. C'est un joueur qui est souvent désengagé, qui a un body language de boudeur aussi, souvent très passif, qui ne veut pas prendre les choses en main quand son équipe en a besoin. Je l'ai vu dans des situations où son équipe tire de l'arrière par un but, sont en 6 contre 5 en fin de troisième, puis il tente rien. C'est clairement le meilleur joueur et de loin sur la glace, puis il a essayé absolument aucun jeu, puis je pense qu'il a même été cloué au banc pour la fin de ce game-là. Fait que, il n'y a pas juste moi que ça a fâché, ça a visiblement fâché le coach aussi, bref, Rubruk, talent top 10, voire même top 5 dans cette cuvée-là. C'est indéniable. Il pourrait devenir un vol si la mayonnaise se mettait à lever, mais je pense que c'est plus un joueur de ligue américaine. Fait que personnellement, je m'en tiendrais loin. Tant mieux s'il boom. Puis, juste pour vous l'illustrer, j'avais déjà dit dans un rapport, je pense que je l'ai mentionné dans un podcast aussi, des grosses vibes de Patrick Laine. Je pense que c'est vraiment ça. Fait quoi, Rubruk. Pour Boston, au 56e rang, j'y vais avec Sean Burrick, défenseur droitier de 6 pieds 7,5. Fait que oui, je passe vite parce que il n'y a pas un 10 à faire sur son cas. C'est un défenseur géant. Raw, comme tous les défenseurs géants, mais qui en montre assez pour penser que c'est un prospect qui a une chance de jouer dans le show. Le patin n'est pas si pire pour un grand défenseur de la sorte. C'est généralement ce qu'on essaye d'identifier comme force. Il est assez robuste également, donc c'est pas un petit mou, un grand mou, je devrais dire. Certains flashs de maniement, puis ça aussi, ça me rend quand même optimiste. Évidemment, c'est pas Maxime Sokolovski. Les deux là, à 6 et 7 et Kuk. Côté patin, il est beaucoup plus awkward. Là. Il a moins une posture profonde, mettons, que Sokolovski. Il est vraiment pas au même niveau côté robustesse non plus. Sauf que Burrick en a montré offensivement quand même. Il y a eu des flashs de transport de rondelles en zone neutre, de support à l'attaque, d'activation. Encore une fois, je pense pas que ce soit rien de transposable, mais ça montre que ça va l'aider au prochain niveau en relance puis en récupération de rondelles. Fait que le sens du jeu semble bon. Je vois pas vraiment de drapeau rouge ici non plus. Fait que je pense que tout indique qu'il va devenir un solide 6e défenseur dans la LNH, évidemment de type shutdown. Puis droitier de 6 pieds 7, sans lacune majeure de la sorte. Évidemment, moi, je le vois sortir en 2e ronde, même si j'ai pas vu grand monde l'avoir classé là. 57 pour Nashville. J'y vais avec un coup de cœur de plusieurs. Adam Valentini ou Valentini, comme qu'on l'appelle dans le milieu. Centre de 5 et 10. Centre, probablement plus un ailier, là, 5 et 10. Canadien évoluant en NCAA. Un petit joueur, mais une bougie d'allumage. Il est pas gros, mais il est fort. Il fait quand même 144 livres, ce qui est pas plate pour un petit bonhomme. Un joueur travaillant, intelligent, qui a toujours le nez autour du filet puis le long des bandes. Mais
c'est le niveau de skill, surtout au niveau des mains, du shot, du patin, que je pense n'est pas assez élevé pour penser qu'il va devenir un gros producteur au prochain niveau. Le patin est pas mal sa limitation première, je dirais, mais en termes d'effort, d'intelligence à hockey, pardon, je pense qu'il n'y a aucun doute que Valentini pourrait projeter sur une troisième ligne. Évidemment, la saveur du moment, c'est Logan Stankoven. Est-ce que Valentini peut devenir ce genre de joueur-là? Peut-être. Sinon, Michael Bunting, c'est une autre comparaison qu'on a utilisée pour lui chez Elite Prospects. Mais pour moi, je pense que le patin doit prendre une petite coche si on veut espérer qu'il joue ce rôle-là plus haut dans un alignement, mais sinon, ça va être un gars de la LNH. Je suis pas mal certain. 58 pour Tampa. J'y vais avec Blake Zelensky, une autre de mes déceptions cette année. Attaquant 5 et 10 3 quarts. Un gars pour qui les meilleurs moments sont quand même excitants, je dois le dire. C'est un gars qui a un gros shot, qui est capable de passer la rondelle aussi, puis même d'amener une certaine touche de robustesse. Le problème, c'est la constance, un peu comme Robrook, mais surtout la prise de décision. Je l'ai souvent vu désengagé ou encore tenter des jeux beaucoup trop risqués, puis au mauvais moment, qui mettait son équipe dans l'embarras, ou juste le voir jouer de manière individualiste également. Le patin est sous la moyenne aussi, ce qui fait qu'il est lent, il est peu agile, fait que ça ajoute quand même là, beaucoup d'incertitudes dans sa projection. Puis je dis que c'est une déception, en fait, c'est juste parce que j'avais aimé le tir avant le début de la saison. Puis je pensais qu'il pouvait devenir ce que Nikita Klepov est un peu devenu en fait. Donc, une menace double avec un gros tir, un beau distributeur, mais avec du chien. Mais bon, dans le cas de Zelensky, le chien est un peu comme Cléo à la fin de la guerre des Tucs. Là, fait que too soon, hein? Pour Dallas, j'y vais avec Alexander Grunin, un nom pour lequel vous êtes peut-être un peu moins familier. J'en avais déjà glissé un mot dans un épisode précédent dans lequel je parlais des défenseurs sous-estimés. Je serais pas surpris de le voir sortir en deuxième ronde, autant qu'il pourrait sortir en 4-5e ronde, mais je le mets là parce que j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous le montrer un petit peu. Puis des fois, là, je me ferme les yeux pour savoir quelle équipe prend... Quel joueur une équipe prendrait, je veux dire, puis dans quel range, puis pourquoi. Puis là, pour une raison inexpliquée, j'ai une illumination, je vois Grunin dans l'uniforme des Stars. Défenseur gaucher de 6 pieds 3, un fin juin 2008. Puis simplement un des plus beaux patineurs parmi les défenseurs du draft. Ben, évidemment, pas au niveau là, de Reed et tout ça, là, mais dans les deuxième, troisième tiers, là, c'est dans les bons patineurs, je devrais dire. Puis, il y a un jeu robuste, très développé déjà. Puis, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur Grunin. Il est grand, il est mobile, il est robuste. Je pense qu'il y a une belle recette pour devenir un stud défensivement. Mais il n'y a pas beaucoup d'upside offensif. Mais on est rendu là dans le draft. Là. On va pas se faire de cachette. Là. Les gars ont des défauts ou manquent de qualité spéciale. Là. Au 60e rang pour Toronto, j'y vais avec Ben Macbeth, défenseur gaucher de 6 pieds 2 et demi, que vous avez peut-être vu au tournoi U18 pour le Canada. Souvent, quand on regarde les petits défenseurs mobiles, on aimerait tant ça qu'ils fassent quelques pouces de plus. Puis Macbeth, c'est un peu ce gars-là. Sauf que d'être un petit défenseur mobile pas petit, ça vient aussi avec la malédiction qu'on aimerait en voir un peu plus physiquement. Macbeth a produit un rythme non loin derrière les Carrolls, Rudolph et Lynn cette saison de WHL, puis je pense que ça passe un peu sous le radar. Il était capable de générer de l'attaque à la ligne bleue, de s'activer agressivement dans la zone. Sauf que défensivement, outre sa mobilité et sa taille qui lui permettent de couvrir beaucoup de glace, il est souvent très passif et peu robuste. Mais le gabarit est là, ça pourrait venir. C'est un beau pari à prendre, je pense, parce que je parlais que les gars sont plates dans ce range-là. Macbeth a ce plafond offensif-là que d'autres n'ont peut-être pas. Mais c'est ça. Je dis plafond offensif, je ne suis pas convaincu qu'il va devenir un général au prochain niveau toutefois. Mais je pense que ça pourrait être un très bon 4-5e défenseur ici, solide dans sa zone, capable de transporter la rondelle et de contribuer offensivement dans les cycles bien installés. Au 61e rang pour les Canadiens de Montréal, évidemment, il y a plein de gars intéressants sur le board, puis je suis convaincu que vous avez toutes
votre préféré, que ce soit Charlie Morrison des Remparts de Québec ou encore un Chase Harrington qu'on voit encore dans quelques premières rondes qui est encore disponible ici. Un Liam Lefebvre, par exemple, serait une cible intéressante. Ou sinon, des gars comme Sparks ou Lansard, des gars qui ont un peu plus peut-être de plafond offensif. Je sais qu'il y a quand même là, du support pour ces gars-là, ou un Louis-Félix Bourque, un Thomas Krenko, ou encore un Marcus Nordmark. Je suis sûr que certaines personnes voudraient que le CH prenne une swing sur ces gars-là à ce rang de sélection-là. Mais c'est pas ça que j'ai choisi pour eux. Je suis allé avec le défenseur Jakub Florisch, défenseur droitier de 6 pieds 3, 1 quart, 194 livres, un 2008. Donc, beaucoup de coches, je pense que le CH recherche. Gros défenseur droitier, 6 pieds 3, 200 livres. Pas un late. Vous l'avez peut-être vu pour la Slovaquie au U18. Il jouait avec Adam Goliath. Un style two-way avec un beau niveau d'engagement, et c'est ce que j'aime de Florisch. C'est un gars qui a une belle mobilité, capable de bouger la rondelle, d'évader la pression par son agilité. Il n'a pas la meilleure vitesse en ligne droite, toutefois, que j'ai noté dans certains rapports, mais je pense que le patin est relativement bon. Il a un bon tir, il joue robuste, il s'implique dans les 3 zones, il est capable d'engager les autres joueurs physiquement pour les box-out devant le filet. C'est un gars qui va être bon en récupération de rondelles également. Puis il y a plein de petits détails que j'ai bien aimés et qui aident beaucoup à sa projection, entre autres attraper des rondelles en pleine rotation ou en plein mouvement. Petit détail, mais qui peut faire la différence entre un gars qui retourne en Europe ou qui reste en Europe ou un gars qui va jouer professionnel en Amérique. Puis personnellement, je le préfère à Adam Goliath, qui, on se rappelle, est sorti là, une trentaine de rangs plus tôt, puis qui a joué avec au U18. J'aime la courbe de progression de Florisch également. C'est un pari, évidemment, c'est pas un choix safe, mais je pense que c'est un très beau pari que le CH pourrait prendre ici. Parmi les profils, je dirais, les plus complets parmi les défenseurs qui restent, il est droitier, il a un bon gabarit. Sign me up, baby! Au 62e rang pour les Sharks de San Jose, j'y vais avec Luke Scherer, un des gros fallers en cours de saison, puis qui pourrait aussi être une option pour le CH ici. Défenseur droitier de 6 pieds 3, donc on coche les mêmes cases ici, un autre 2008, du programme de développement américain. Fait que ça, c'est quand même intéressant, qui était vu comme étant un choix de première ronde en début d'année. Fait que super beau patineur, encore mieux que Florisch. Un des très bons patineurs, en fait, parmi les défenseurs de 6 pieds 2 et plus dans cette cuvée, je dirais. C'est un joueur qui est capable d'amener une certaine robustesse également, puis de s'activer offensivement. Le problème, c'est au niveau du sens du jeu et du contrôle de la rondelle, particulièrement sous pression. Ça me rappelle un peu Logan Hensler l'an dernier, qui était aussi un magnifique patineur avec de la belle robustesse, mais qui avait beaucoup de misère sous pression. La différence, c'est que Hensler en montrait quand même plus offensivement, puis que ses difficultés étaient rencontrées 100% en NCAA, tandis que Scherer, on voit ces problèmes-là même en USHL, et les flashs offensifs sont beaucoup plus limités. Mais il était là, les flashs offensifs, l'année dernière, fait que je sais pas trop ce qui s'est passé cette année. Peut-être qu'il va rebondir. Je pense que c'est un super beau pari à prendre ici en deuxième ronde. Gros candidat, c'est sûr, pour avoir une grosse saison D+1. Ouais, peut-être que ça aurait été un meilleur choix pour le CH. Peut-être un peu plus risqué que Florisch, mais je pense que le potentiel est peut-être un peu plus élevé. Puis si les Sharks mettent la main là-dessus puis que ça débouche, yark! Au 63e rang, on va passer vite, c'est le choix de Vegas, puis ils l'ont pas. Ils l'ont forfeited. Je me rappelle pas pourquoi. Si vous vous rappelez pourquoi, écrivez-le en commentaire. Puis 64e pour terminer cette deuxième ronde pour les Rangers de New York. Je vais également passer vite parce qu'on s'en torche un peu. Jaden Kurtz, défenseur gaucher, me semble, de 6 pieds 3, 194 livres. Très plate offensivement, mais un des joueurs des défenseurs les plus transposables pour jouer sur une troisième paire dans ce range-là. Fait qu'un gars avec un plancher assez élevé, mais un plafond extrêmement limité. Bref, un gars assez robuste, capable de bien bouger, capable de bien fermer le jeu, mais qui n'a pas vraiment de qualité spéciale outre que ça. Mais je pense qu'il pourrait évoluer dans la LNH. Il y a définitivement de l'intérêt de la LNH envers Jaden
Kurtz. Fait que ça fait le tour. J'ai quasiment réussi à garder ça en dedans d'une heure. Je suis quand même fier de moi. Fait que, évidemment, plus expéditif que la première ronde. Je répète, c'est une simulation pour le plaisir. C'est surtout un prétexte pour vous parler de ces joueurs-là et vous montrer des vidéos de quelques-uns de mes coups de cœur. Pour les abonnés Patreon, je vais vous sortir dans... j'essaie de faire ça là, avant le draft. Là. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. La troisième ronde, ça risque d'être encore plus expéditif que ça. Mais c'est juste pour se donner une idée. Puis parler de quelques noms avec des petits pitchs d'ascenseur comme ça. Il n'y aura pas de vidéo. Mais patreon.com/, briser la glace. Puis merci, guys, pour votre support. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager, la commenter, la réécouter. Puis même la première ronde, retournez la réécouter. Il y a énormément de vidéos. Là. Il doit y avoir 2 heures et quelques de footage de joueurs. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aller chercher. Je suis sûr qu'il y a plein de jeux que vous avez manqués. Fait que retournez voir ça. Puis bon repêchage.